Bonjour, bienvenue pour cette vidéo, je vais vous présenter mes 10 animés préférés. Pas les 10 meilleurs animés objectivement, mais 10 animés préférés. Pour ceux qui se demandent et qui se sont abonnés à cette chaîne suite à des vidéos au sujet divers et variés, je cherche un petit peu ma direction, j'ai envie de faire un peu ce dont j'ai envie, je vais parler de pop culture, je parlerai d'actualité quand j'en ai envie, puis on verra un peu où la chaîne nous mène. Voilà, en gros, c'est un peu ça le plan. Ne vous prenez pas le bec dans les commentaires, encore une fois, ce n'est pas les 10 meilleurs animés, forcément. C'est les 10 animés que moi je préfère. On est parti. Ne me faites pas rire, vous ne pourriez pas réussir à m'atteindre à une distance pareille. Adieu, Raquel. Numéro 10, City Hunter. Pourquoi? Pour Ryo Saiba, pour Nicky Larson. Je sais que la VF a dérangé beaucoup de monde et c'est normal, c'est vraiment une VF très spéciale, Nicky Larson, avec les doublages qui ont été faits pour adoucir la violence, etc., etc. Mais si la VF te parle pas, tu peux très bien regarder en VO, mais je te jure que la VF est tellement hilarante. En fait, je crois que la VF a beaucoup contribué au fait que j'aime autant City Hunter, j'allais dire City Larson, que j'aime autant cette œuvre. Alors qu'est-ce que c'est le synopsis pour ceux qui connaissent pas? Ryo Saiba est un nettoyeur, un détective privé à Tokyo. Et c'est un tireur hors pair, un pervers hors pair aussi. Et il est tellement drôle parce qu'il y a un décalage dans son personnage. En fait, on dirait qu'il y a plusieurs hommes en un. Et toi? Mais qu'est-ce que t'as? Tu ne me disais pas ça avant, tu as vraiment changé. Non mais tu te rends pas compte? Marie, le petit, déjà... Ah, quoi? Non, mais je rêve, qu'est-ce que vous faites là? Mickey, attends, tu vas la voir, ma massue! Oh, le pauvre. Ça lui apprendra. Mais c'est pas vrai. Et toi, en plus, tu te laisses taper dessus. Ah ça va toi, hein? C'est ta faute tout ça! Et en vrai, mine de rien, je pense que ce personnage m'a beaucoup influencé quand j'étais jeune, parce que je me retrouve parfois dans des trucs que je fais, bah déjà, l'amour pour les femmes, je l'ai en commun avec lui, mais je me retrouve parfois avoir des réactions que peut-être que j'ai vues dans Nicky Larson et peut-être qui m'ont influencé. C'est le côté, tu fais le con tout le temps, et quand il faut être sérieux, t'es sérieux d'un coup, tu sais. Et je trouve que ça, c'est vraiment la force de Nicky Larson, de City Hunter. Le personnage, c'est ce côté, oh, il fait le con tout le temps, il rigole, il pense qu'aux femmes, il leur court après, il se fait piétiner, tu sais, il se fait tabasser tout le temps par Kaori, par Laura. Mais dès qu'il faut être sérieux, le regard change. Là, il a le regard vif d'un coup, et tu sais que c'est le mal alpha. Ma che sta succedendo? La mort serait une délivrance pour moi. 5e mouvement. Pluie de fin de sécheresse. Je ne ressens pas la moindre douleur. C'est si bon, si agréable. Numéro 9, Demon Slayer. Alors je vous préviens tout de suite, je ne prétends pas être un otaku ou que sais-je, je vais pas vous sortir des animés que vous avez jamais vus, non, je vous donne mes animés préférés, mes 10 animés préférés. Alors Demon Slayer, par contre, c'est quand même assez spécial parce que moi je suis pas, moi j'ai 32 ans les amis et j'ai pas accroché à tous les animés New Gen. C'est-à-dire que My Hero Academia pour moi c'est beaucoup trop, enfin je sais pas, c'est un peu trop gnangnan, j'ai pas aimé. Jujutsu Kaisen, j'ai aimé certains points, j'ai pas aimé d'autres. Mais Demon Slayer, je trouve qu'il y a les codes et la façon de faire des anciens animés, genre Dragon Ball et Senseiya, tu vois. On va pas te noyer dans du compliqué pour rien, des pouvoirs super compliqués, expliqués, alors qu'en plus c'est pas forcément cohérent, un peu comme Jujutsu Kaisen, c'est un peu ce que je reprocherais, je pense, à Jujutsu Kaisen. On est vraiment sur des codes très simples, c'est épique. Et c'est surtout la mise en scène. C'est surtout la mise en scène, en fait, même, je le dirais. Il y a un visuel magnifique. Les animations sont incroyables. Et bien sûr que c'est un des atouts de l'animé. Les animations sont vraiment incroyables. Mais moi, je maintiens que c'est des mises en scène qui ont fait que j'aime autant cet animé. Alors, Kamado Tanjiro voit sa famille massacrée par un démon.
Sa sœur survit, mais pas vraiment parce qu'elle se transforme en démon, mais elle garde une part de conscience, donc Kamado Tanjiro part en quête pour retrouver le coupable, le roi des démons, même si c'est pas un roi, le chef des démons, Muzan. Alors, Kamado Tanjiro, c'est pas un personnage super intéressant, il est super niais, c'est un gentil comme j'aime pas, tu sais, genre juste gentil, juste bon. Mais ils lui ont apporté une espèce de touche d'altruisme. Et je trouve qu'il pousse vraiment bien sur l'aspect altruisme du personnage. Le personnage est profondément bon. Alors certes, Luffy, Goku, ils sont profondément bons aussi, mais je trouve que Tanjiro, on le montre un peu plus. Tu vois, on montre qu'il est vraiment bon, que ce qu'il veut est vraiment que tout le monde soit heureux. C'est pas vraiment le cas de tout le monde. Je pense pas que Luffy, par exemple, veut absolument que tout le monde soit heureux, que tout le monde autour de lui soit forcément heureux. Il est un peu plus réaliste quand même, Luffy, même s'il est un peu bête, par exemple, tu vois. Mais là, Tanjiro, on est vraiment sur quelqu'un d'altruiste. Et je pense à une scène en particulier que j'avais beaucoup aimé. Il y a un moment, un des démons est désespéré, tu sais, parce qu'il est sous le joug d'un tyran, d'un chef tyran. Et il dit, ah mais si je me laisse tuer, je serai enfin libre. Et t'as Tanjiro qui capte en fait que le démon se laisse tuer et finalement embrasse la mort. Et en fait, plutôt que de l'achever avec violence, tu sais, il va utiliser une technique douce et il va accompagner ce démon dans la mort. Il va un peu faire ça avec tous les démons, tu sais, il va faire en sorte que ces démons finalement se soulagent, partent légers, tu vois. Ce regard, il est si bienveillant. À l'époque où j'étais humaine, il me semble qu'on me regardait de la même manière. Écoute-moi bien, il y a une lune démoniaque. Sois prudent. Et c'est une forme tout de même de bienveillance qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Vas-y, père, c'est ça! Écrabouille le gros nul, montre-lui qui C'est pas vrai. Il essaye de briser ma lame. Elle tiendra plus très longtemps. Mais alors, ça vaut aussi pour son épée. Maintenant! J'ai vu clair dans ton jeu. C'est devenu facile d'anticiper tes mouvements. Maintenant, il va faire un coup large. Il a tout fait pour que je l'attaque avec un coup large. Vinland Saga 8ème. Alors, Vinland Saga, j'ai quand même une petite réserve parce que la saison 2, je l'ai trouvé vraiment mal gérée au niveau du rythme. C'était certes pas indécent, mais SNK, Shingeki no Kyojin a aussi eu des personnages à gérer qui étaient en pleine introspection, qui étaient en plein changement personnel et tout, mais... Et tu sais, on n'avait pas besoin de scènes aussi longues où ils regardent les champs, où ça traîne, tu sais, c'est rallongé. Il y avait un problème de rythme. Il faut l'admettre, même si beaucoup disaient que ça servait le propos du scénario, bref. Mais sinon, je trouve que Vinland Saga est un excellent animé. Les musiques sont super. Et la VF, moi j'adore. Hein. Par exemple, moi je regarde en VF dès que je peux. Et le fait d'avoir le luxe de regarder une VF de qualité, c'est super. Vinland Saga, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Thorfinn. Donc on est au 7e ou 8e siècle, c'est avec les Vikings. Thorfinn, fils de Thors, un grand guerrier, un grand général, qui a soif de guerre, qui a soif de gloire, qui a soif de... Bon, il est jeune, hein, il est très jeune. Qui a soif de bataille. Mais son père, lui, a compris que tout ça était vain. Et il essaie d'enseigner à son fils que, voilà, tout ça ne sert à rien. Et c'est pas vers ça qu'il faut qu'il se tourne. Je le savais depuis le début que t'étais un menteur. Nos ancêtres père et moi, ils auraient jamais pris la décision de fuir. Jamais, t'es qu'un imbécile. Et sans spoiler, parce que c'est très intéressant, il faut que vous regardiez vous-même. Sans spoiler, en fait, si tu veux, la saison 1, c'est entièrement sur la vengeance. C'est vraiment une quête de vengeance. Et la saison 2 est vraiment différente. C'est-à-dire qu'on te prend un contre-pied. Vinland Saga, c'est bien. C'est très 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 bien, mais il y a quand même des facilités. Il y a quand même quelques scènes qui me font dire, bon, je sais pas si je peux qualifier Vinland Saga de chef-d'œuvre. Pour moi, c'est loin de ce que je vais vous montrer dans le top 4, 5. Même si je sais que beaucoup sont vraiment en mode non, tu verras si tu lis le manga, c'est incroyable vraiment Vinland Saga. Peut-être, pour le moment, moi je suis anime only. Et par exemple, le développement de Knut m'a beaucoup dérangé. Tu sais, c'était vraiment. Il avait. Tu sais, Knut, c'était un garçon très calme, et d'un coup, il change, il devient très manipulateur, très fort mentalement. Du genre en une seconde, je sais pas si vous vous rappelez la scène. Je trouve que c'est très mal amené. Il y avait quand même des choses. J'ai quand même des choses à reprocher à l'animé. Je le trouve pas drôle, par exemple, c'est peut-être des moments où tu peux caler de l'humour, je trouve qu'il n'y en a pas assez.
Niveau action, c'est très bien. Musique, c'est très bien. Vinland Saga, on va dire que ça a l'air très prometteur. C'est pour ça que je le mets si haut. Ça a l'air vraiment prometteur. Mais j'attends de voir. J'attends de voir si ces promesses vont être tenues. Mais vraiment un très bon animé, très bonne leçon de vie. Et puis c'est marrant de voir qu'à l'époque, tous les animés allaient vers la vengeance. Vraiment, ça allait vraiment vers la vengeance pure. Et ça allait rarement vers le pardon. Et là, vraiment, si tu regardes un petit peu, depuis quelques années, beaucoup d'animés tournent plus vers le pardon, vers le vas-y, on va casser le cycle de haine. Je trouve ça intéressant. Très bon animé, Vinland Saga. Numéro 7, Jojo Bizarre Aventure. Mais là, j'ai un problème parce que je ne sais pas comment vous décrire Jojo Bizarre Aventure. Comment décrire Jojo Bizarre Aventure à quelqu'un qui n'a jamais vu, quelqu'un qui n'a jamais regardé. Je ne sais pas si je vais en être capable, mais je vais essayer. Alors, Jojo, c'est un animé qui a 6 saisons actuellement et chaque saison va suivre une génération différente de Jojo, de la famille de Jojo. Ça commence avec la saison 1 avec Jonathan Joestar qui va développer des pouvoirs, qui va affronter un ennemi qui est super charismatique d'ailleurs, Dio Brando, mais quel charisme Dio Brando avec son mythique The World. Mais c'est très compliqué de donner le thème parce que je trouve que Jojo c'est extrêmement décalé. Jojo, beaucoup de personnes critiquent Jojo en disant que ça te vend l'homosexualité, sauf que c'est un peu de manière cachée, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a des scènes vraiment limites. Mais d'un autre côté, Araki est juste un énorme fan de mode et beaucoup des poses spéciales que prennent ces personnages sont tirées de magazines, etc. Tu vois, de magazines de mode. Donc même au-delà du thème, même au-delà de la forme, dans le fond, c'est extrêmement difficile à décrire. Jojo, je dirais que c'est vraiment très décalé. Je dirais que c'est très drôle. Je dirais qu'il y a de l'action. Je dirais que c'est très intéressant de suivre finalement cette génération de Joestar à travers plusieurs personnages. Et je trouve qu'il est extrêmement créatif au niveau des pouvoirs, Araki, tout de même. Je crois que c'est ça, en fait, la force de Jojo. Je ne saurais pas vous expliquer exactement qu'est-ce que vous allez regarder. J'arrive pas, je suis désolé, j'en suis incapable. Mais si vous regardez, la saison 1 va pas être bien, mais c'est 12-13 épisodes, je sais plus, ou 20. C'est pas ouf la saison avec Jonathan, et après vous allez voir, ça va vraiment être très intéressant. Les personnages sont très attachants, c'est vraiment drôle, c'est décalé, les combats sont cool, et surtout l'ingéniosité des combats. Ouais, c'est ça en fait, je pense que c'est pour ça que je kiffe Jojo. Les pouvoirs sont extrêmement variés. Il y a des stands en fait, c'est une espèce d'incarnation spirituelle du personnage, tu vois, qui se dédouble. Qui a pas une volonté à part, mais qui est contrôlée, tu vois. Et chaque stand a un pouvoir différent. Il y en a où c'est vraiment juste subtilité, malice. D'autres, ça va être force brute. D'autres, ça va être les éléments. Et en fait, ça peut créer des combats où, tu sais, les adversaires réfléchissent constamment pour battre l'autre. Et je crois que c'est ça, la grande force de Jojo, au-delà du décalage. Je crois que c'est ça, ouais. C'est vraiment la complexité des combats. Sans être trop compliqué non plus. Tu comprends ce qui se passe. Mais ça crée vraiment des situations complexes. Et c'est cool. Voilà. Je suis désolé, pour le coup, Jojo, j'arrive pas à le décrire. Peut-être que vous le ferez mieux que moi en commentaire. Je compte sur vous. Comment on va vivre sans elle? On vivra pas sans elle. T'inquiète pas, parce qu'on va la ramener. Oh. Nous approchons du top 5 avec Full Metal Alchemist. Alors Full Metal Alchemist, moi, je préfère, je sais que ça va être très controversé parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, mais je préfère la première version, je crois, de 2003 à celle qui sort après avec Brotherhood. Alors je vais m'expliquer, peut-être que je ferai une vidéo complète là-dessus, donc je vais pas trop m'attarder, mais il y a deux versions de Full Metal Alchemist. Il y a celle qui est sortie avant, donc le manga était encore en cours, et l'histoire n'était pas terminée. Donc ils ont un peu brodé
pour faire une fin, on va dire, avec ce qu'ils avaient, quoi. Avec ce qu'ils avaient sous la main, avec les infos qu'ils avaient. Donc il y a vraiment des différences entre Full Metal Alchemist, 51 épisodes, moi, la version que je préfère du coup, et Full Metal Alchemist Brotherhood. Alors, Brotherhood est plus complet, a une fin qui est beaucoup plus fidèle au manga, mais je trouve, les gars, que Full Metal Alchemist, la première version, est beaucoup plus mature. La VF est vraiment incroyable, surtout la première avec Edward qui est beaucoup plus cru. J'en ai rien à foutre de l'évaluation. Si je gagne, vous me direz tout ce que vous savez sur Marco. Et en prime, vous aurez un chat pour jouer les nounous. Parce qu'il y a une version Netflix qui est un peu censurée. Mais Full Metal Alchemist, c'est vraiment un animé qu'il faut voir. C'est un classique, mais j'ai l'impression que c'est pas si connu que ça. Je sais pas, c'est peut-être une impression, hein, mais moi, quand je parle avec mon chat, parce que je stream aussi sur un jeu mobile, sur Dragon Ball Legends, je parle avec mon chat et tout le monde connaît la plupart des animés des 20 dernières années. Mais c'est vrai que Full Metal Alchemist, beaucoup de jeunes, 17, 18, 19 ans, me disent non, j'ai pas vu Full Metal Alchemist. Je vous conseille vraiment de regarder. Full Metal Alchemist, c'est l'histoire tragique d'Edward et d'Alphonse Elric qui ont perdu leur corps en essayant de ramener leur mère à la vie. Alors je vais pas trop en raconter parce que je pense faire une vidéo sur Full Metal Alchemist 2003 et Brotherhood. Je trouve que ça pourrait être cool pour comparer un peu les deux versions. Même si ça a déjà dû être fait, hein, je donnerai mon avis à moi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un animé qui a un propos, qui a un vrai propos, qui est vraiment très complet. Mais je vous assure que l'atmosphère de la première version est tellement pesante et tellement adulte, je peux pas dire autrement, c'est adulte, c'est vraiment très dans l'émotion, c'est vraiment dans le tragique, tu ressens que t'as deux gamins qui ont été lâchés dans un monde qui est cruel et ils ont pas d'autre choix que de se battre en fait, parce que t'as pas le choix, et tu le ressens sur chaque scène, ils sont confrontés à la méchanceté pure, sans faire aucun spoil, constamment, et tout ce qu'ils peuvent faire c'est aller droit devant et combattre ça. Ça transmet de très bonnes valeurs, ça parle de sujets vraiment très intéressants, du deuil, de l'acceptation de soi, du bien contre le mal, bon ça c'est classique, mais c'est vrai qu'il y a ce côté toujours un peu bien contre le mal qui est constamment présent dans tout le monde, dans toutes les œuvres finalement, c'est vrai que c'est aussi là, mais ce que j'aime bien encore une fois c'est que finalement, tu peux regarder Brotherhood et te dire bon bah moi j'aime bien Brotherhood pour ça. Et tu peux regarder la première version en te disant bon bah moi j'aime bien parce qu'il y a vraiment des différences hein, même sur les ennemis, c'est pour ça que je vous dis ça sans spoil, je m'arrête là. Full Metal Alchemist c'est à regarder en tout cas. Et il y a deux versions finalement, bah tant mieux pour nous. Le nouveau monde que j'ai commencé à bâtir ne sera peuplé que d'individus dont j'aurai moi-même reconnu le sérieux et la bienveillance. Si tu fais vraiment tout ce que tu dis, tu deviendras le dernier criminel sur Terre. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, Ryuk? Un criminel, moi? Tu plaisantes? Je suis un excellent élève, d'un sérieux exemplaire, peut-être même le meilleur du Japon. Et bientôt, je deviendrai le dieu de ce nouveau monde. Décidément, l'homme est vraiment un être fascinant. Top 5 Death Note, et là on commence à rentrer dans ce que je considère moi comme du chef-d'œuvre en fait. Hein. Parce que Full Metal Alchemist, je pourrais le considérer comme chef-d'œuvre, ça se discute, mais Death Note, mais mon dieu, j'ai regardé ça quand j'avais 16 ans, 17 ans. Je crois que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une des œuvres qui m'a le plus marqué. Autant que peut-être que c'est pas mon animé préféré, parce que tu sais, c'est peut-être aussi le thème est particulier de Death Note, mais le personnage de Light Yagami est un des personnages qui m'a le plus impacté. Nicky Larson aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, bien sûr, mais Light Yagami, c'est différent. Vraiment, ça m'a impacté profondément. Alors, les synopsis, Light Yagami, un adolescent de je ne sais plus quel âge, trouve le Death Note. Le Death Note est un cahier de la mort. Lorsque tu écris le nom de quelqu'un d'un individu, il meurt au bout de 45 secondes d'une crise cardiaque. Il y a également des façons d'utiliser le Death Note un peu plus compliquées, où tu as un délai de 6 minutes 40 secondes, il me semble, pour créer des conditions à la mort de la personne, de la victime. Et en fait, là où le manga est exceptionnel, je trouve, c'est dans le choix du protagoniste et de l'antagoniste. Light Yagami est un élève modèle qui est extrêmement hautain. Et j'ai un peu ce problème-là aussi. Bien évidemment, je vous arrête tout de suite. Pas au point d'être comme Light Yagami, de voir le monde entier comme des insectes. Non, bien sûr non.
Mais je crois que c'est pour ça que je me suis identifié à lui quand j'étais jeune, c'est que j'avais aussi un peu ce côté, le monde est décevant, les gens sont décevants. Bien sûr, encore une fois, à toute proportion gardée. Mais j'avais aussi cette vision, et je l'ai même peut-être encore, enfin je l'ai même encore un petit, je l'ai encore même maintenant en fait. Hein. Il m'arrive très souvent de me dire, bon bah les gens sont décevants, les gens sont pas au niveau, sans encore une fois aller dans, sans en vouloir faire des meurtres de masse bien sûr, mais je me ressentais, je me retrouvais dans ses propos, tu vois. Et le personnage est super intéressant parce qu'il est extrêmement égocentrique, il est sûr de ses capacités à 100%, il est machiavélique et il est extrêmement manipulateur. Tous ceux qui me gênaient ont disparu. Je suis le dieu d'un monde nouveau. Et en face de lui, nous avons elle qui est pas si différent que ça de lui, qui est l'enquêteur du coup, qui doit essayer de le démasquer, qui est pas si différent que ça de lui dans ses méthodes. Il n'a aucune limite, lui aussi a sa vision. En fait, t'as tous les deux ont une vision de la justice, si tu veux, parce que Light, je l'ai pas dit, je me perds tellement je kiffe cette œuvre, mais Light utilise le cahier pour châtier les criminels, pour créer un monde meilleur. Il se prend pour un dieu, si tu veux, tu vois. Et certes, en face, elle ne se prend pas pour un dieu, mais presque. C'est-à-dire qu'il est un peu plus terre-à-terre, un peu plus mature, mais lui se prend pour le dieu de la justice, finalement. Lui, il pense que sa justice est la bonne vision, et Light pense que sa justice est la bonne vision. Et tous deux sont prêts à tout pour atteindre leur objectif. C'est une dualité qui est vraiment super bien retranscrite à l'écran. Tu surkiffes chaque moment, chaque plot twist et tout. Maintenant, est-ce que c'est parfait, même si c'est un chef-d'œuvre? Non, il y a eu plein de facilités. La fin a été un peu bâclée. Sans rentrer dans les détails pour pas vous spoil, mais Death Note est un chef-d'œuvre absolu. C'est magnifique, vraiment magnifique. 37 épisodes qu'il faut absolument voir. Voilà, c'est tout ce que je dis pour pas spoiler les personnes qui n'ont pas vu Death Note, mais vraiment Light Yagami Masterclass, elle Masterclass, tout simplement. Par contre, Misa. Je ne dirais rien, même si les petites Lolita gothiques, tout le monde aime maintenant, bizarrement. On était à la mode avant, nous. Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, 4e, mon plus gros coup de cœur des 5-6 dernières années. Je sais, l'anime est plus vieux que ça, mais moi j'ai découvert Hunter x Hunter il y a 4 ans, je crois. Il y a 4 ans. Et quelle claque! Mais quelle claque! Alors je vous explique. Moi, j'étais avec mon ex à l'époque, je me suis séparé. Et elle aime bien regarder un peu tous les animés. Et moi, je sais, je suis fine bouche un petit peu. J'ai tellement mangé des bons animés, j'ai tellement consommé des bons animés que j'aime pas regarder toutes les merdes qui sortent si j'estime que c'est pas bien, tu vois. Et elle me dit, vas-y, on met ça. Je regarde les épisodes au fur et à mesure. Nous suivons un espèce d'enfant, un peu comme dans Pokémon. Il part de son village, il part à l'aventure. Il est super enfantin. Il fait 40 cm le marmot, tu sais. Il a une canne à pêche, machin et tout. T'es là, ça va être super enfantin, c'est pas intéressant. Et au fur et à mesure des épisodes, en fait, je parle vraiment de l'animé. Hein. Je sais pas pour le manga, je suis vraiment un anime only, moi les mecs, mais cet animé transpire la joie et la bonne humeur. Alors pas tout le temps, on en reparlera peut-être, mais je trouve qu'il y a une énergie dans Hunter x Hunter que je n'ai trouvé dans aucun autre animé. Même si One Piece a également un peu cette sorte d'énergie, je trouve que dans Hunter x Hunter, elle est vraiment différente. Je regarde Hunter x Hunter, je suis heureux. Je suis heureux. Tout à l'heure, je vous disais que justement, dans Jojo, ce qui était trop bien, c'était un peu les combats. Bah là, en fait, dans Hunter x Hunter, tout est bien. Tout est bien, en fait. Les combats sont trop bien. Les personnages sont trop cool. Ils sont un peu... ils sont pas juste gentils ou juste méchants. Tout est un peu bien nuancé. Le rythme, bon, à part il y a certains arcs où ça traîne un petit peu, mais c'est quand même très sympa d'avoir des arcs vraiment très différents les uns des autres. Le premier, c'est on part à l'aventure Pokémon, Digimon, tout ce que tu veux. Le deuxième, c'est un espèce de concours, c'est une tour de combat. Le troisième, c'est un espèce d'isekai. Et bref, le quatrième, je parlerai pas plus.
parce que le 4ème et le 5ème, il me semble que c'est les meilleurs, mais enfin bref, il y a aussi un arc contre une mafia. Je dis volontairement pas, je rentre volontairement pas dans le détail pour ceux qui pourraient découvrir en fait, mais vraiment Hunter x Hunter, je trouve que c'est une œuvre extrêmement complète. En fait, l'animé m'a totalement pris à contre-pied, c'est peut-être pour ça que je l'ai autant aimé. Je m'attendais vraiment à regarder un truc de gamin, un petit truc, voilà, comme encore une fois à la Pokémon, et je me suis retrouvé à regarder une œuvre absolument magistrale. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, l'ambiance, l'atmosphère ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que s'il y a une œuvre pour laquelle je peux utiliser le mot sous-côté, c'est Hunter x Hunter. Réellement. Je vous invite fortement à regarder Hunter x Hunter. Gon et Killua sont les deux protagonistes, sont les deux héros que nous allons suivre. Ce sont deux enfants. Killua est issu d'une famille d'assassins. Il a été vraiment élevé à la dure. Gon a grandi sans père sur son île avec sa tante. Donc il y a un petit contraste entre l'éducation des deux. Il y en a un qui est purement naïf, l'autre qui est extrêmement conscient des choses, du bien, du mal, etc. Et ça crée une dynamique que j'ai beaucoup aimé. Et ça aussi, c'est peut-être un des trucs qui fait que j'ai beaucoup aimé Hunter x Hunter. C'est que la dynamique des deux rivaux n'est pas une Sasuke Naruto ou Vegeta Sangoku, tu vois. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une dynamique très différente. Regardez Hunter x Hunter. Gon, もう十分だ。それより遺体を捨てろ。追いつかれる。しかし。En troisième position, le chef-d'œuvre, le magnifique, la masterclass Shingeki no Kyojin. Comment vais-je réussir à vous décrire cette œuvre? Mais quelle maestria! Mais c'est l'œuvre sur les 10 dernières années qui m'a mis la plus grosse claque. C'était incroyable du début à la fin, même si la fin était j'étais un peu plus mitigé. J'ai pas trop aimé la fin. Même, pour être honnête, j'ai pas trop aimé la fin. Mais l'œuvre en elle-même était tellement parfaite, tellement bien que j'ai pardonné. Voilà, j'ai pardonné. Par exemple, Game of Thrones, j'ai pas pardonné la fin. Tu vois, on parlera aussi de séries, on pourra aussi parler de Vikings et de Game of Thrones sur cette chaîne. Faire un petit comparatif ou parler d'autres séries. Mais par exemple, Game of Thrones, j'ai pas pardonné la fin. L'Attaque des Titans a été tellement bon, tellement bien, tellement généreux avec nous, que j'ai pardonné que la fin ne me satisfasse pas. Alors, quelle est l'histoire? Dans un monde ravagé par des titans, des géants à poil qui courent et qui bouffent des gens. Ça paraît grotesque, mais le grotesque peut vite être effrayant si tu te mets à leur place. Eren Yeager, le protagoniste, grandit avec sa mère et sa sœur Mikasa, sa sœur adoptive, dans une petite maison, dans un petit village, derrière des murs. Alors là, il y a tellement de thématiques, tellement de choses que pareil, peut-être que je ferai une vidéo complète parce que sinon je pourrais y passer 20 minutes. Mais dites-vous juste que saison 1, t'as Eren Yeager qui veut venger sa mère. Bon, c'est l'épisode 1, vous m'excusez, c'est bon. Hein, là, je peux spoil quand même. Sa mère se fait tuer devant ses yeux, il est prêt à tout pour se venger. Donc tu te dis, waouh, le thème de l'animé, c'est vraiment la vengeance. À chaque fois que t'avances dans la série, dans l'animé, le thème change. C'est littéralement ce qui se passe. Genre, tu regardes la saison 1, en fait, la saison 1, j'avais l'impression de regarder l'Armée des Morts. Tu sais, un film de zombies où tout le monde doit survivre, où il y a des morts, le sacrifice, t'étais vraiment dans des thèmes très graves, où il y a des morts tout le temps, c'est désespéré, tu sais pas comment t'en sortir. C'est vraiment oppressif, tu vois. La saison 1, si tu te mets à leur place, hein, c'est vraiment très oppressant, tu vois. Et la saison 2, c'est un peu plus, ils commencent un petit peu à trouver des petites issues pour leur situation, parce que c'est un monde un peu médiéval, tu vois. Il n'y a pas de technologie en soi. Ils ont juste des lames avec du gaz qui propulse à leur ceinture. Mais bref, sans aller trop loin dans le synopsis.
quelle œuvre, mais quel génie, vraiment, je manque de mots pour la qualifier. Le rythme est parfait, les personnages sont excellentissimes, tous les personnages sont développés. Bien sûr qu'il y a eu quelques bémols et puis il y a sûrement eu quelques facilités, bien évidemment, mais globalement, je pense que c'est si je dois être objectif, je pense que cette œuvre est plus complète et meilleure, objectivement en tout cas, que les deux animés que je vais mettre devant. Voilà, je trouve pas forcément tous les mots, mais tu parles de politique, tu parles de vengeance, tu parles de liberté, tu parles de tellement de choses dans cette œuvre, tu parles de tellement de choses. Les personnages sont attachants, les personnages évoluent et ils sont crédibles. C'est une des choses dont j'ai besoin, moi, lorsque je regarde un animé ou une œuvre ou une série, c'est d'avoir des personnages crédibles à l'écran. Et là, les choses sont crédibles. Alors certes, on va dans des excès, ça reste un animé tout de même, mais les thématiques, en tout cas, sont extrêmement crédibles. Un peu comme dans Fullmetal Alchemist, tu vois. Fullmetal Alchemist, tu peux le prendre et le mettre dans notre monde, tu sais que ça peut arriver, tu vois. Et là, c'est un peu pareil. SNK, tu le mets, tu le prends, tu le mets dans notre monde, tu sais que ça peut arriver. Tu sais que ça peut arriver. J'adore. Vraiment un de mes animés préférés. Je vais pas plus loin. Je saurais même pas expliquer parce qu'il faudrait que je fasse vraiment. Faudrait que j'écrive en fait. Faudrait pas que là j'improvise un peu. Peut-être que je ferai une vidéo sur SNK. Regardez Shingeki no Kyojin si vous l'avez pas regardé. Non, maman! Numéro 2, le grand, l'unique One Piece. Bon, là, je sais, le deuxième et le premier, vous allez me dire, bon, bah, c'est classique. Oui, mais c'est pas pour rien que c'est classique. Voilà, faut aussi dire les termes au bout d'un moment. C'est pas pour rien que c'est classique. One Piece, quelle œuvre! Alors, je fais partie de ceux qui préfèrent le One Piece d'avant l'ellipse au One Piece d'après l'ellipse. Et pour moi, j'inclus One Piece là en deuxième position jusqu'à l'ellipse. Après, si je dois compter après l'ellipse, pour moi, c'est plus deuxième. Je vous le dis tel quel, c'est mon opinion. Vous avez le droit de ne pas penser comme moi. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer pourquoi je préfère le One Piece d'avant l'ellipse au One Piece d'après. D'accord? Mais le One Piece d'avant l'ellipse, je pense que c'est la meilleure œuvre de camaraderie que j'ai vue de ma vie. De camaraderie, vraiment. Je trouve que c'est ce qui retransmet le mieux la soif d'aventure et de camaraderie. Même d'humour, hein. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de Ryo-Saba, je te disais, ouais, Ryo-Saba, c'est un des persos qui me fait le plus rigoler, parce qu'il est tellement débile, il fait des trucs de fou, tu sais, il est tellement décalé avec les femmes et tout, ça me fait trop rigoler. One Piece est tellement drôle, les gags de One Piece sont tellement drôles. Tu t'attaches tellement au personnage, tu vis des choses absolument incroyables avec cet équipage, t'as l'impression de faire partie de leur équipage. Et ça, la dernière fois que je l'ai ressenti en regardant une série, je crois que c'était Friends. Beaucoup de personnes ont ressenti ça en regardant Friends, c'est la série américaine, la sitcom. Tu regardes leur dynamique et tu as l'impression de faire partie de cette dynamique. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très 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 fort. Au-delà de ça, One Piece, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune pirate, Monkey D. Luffy. Bon, tout le monde connaît One Piece, je vais pas vous faire l'insulte de
de vous l'expliquer, mais voilà, c'est un pirate qui part à l'aventure, qui veut devenir le roi des pirates, mais en fait tout ça c'est un prétexte, c'est ça que j'aime bien, je crois, j'aimais bien avec One Piece, c'est que tout ça c'est un prétexte. Au final, tu sais, il y a un moment, il y a une scène, pour ceux qui ont vu, il y a une scène où, tu sais, ils ont peut-être un moyen d'avoir des infos sur le One Piece, qui est le trésor du roi des pirates, que Luffy doit trouver pour être le roi des pirates, pardon. Il y a peut-être un moyen pour avancer plus vite, pour un peu speedrun le truc, et tu sais, Luffy pète un câble, et lui dit non, surtout pas, non, je veux pas savoir et tout, parce qu'en fait, on s'en fout. 俺も一個だけ聞きてんだけど、一つだけの代表ワンピースってのは本当に最高何もわかんねえけど、みんなそうやって命がけで海へ出てんだよ。ここでおっさんから何か教えてもらうんなら俺は海賊をやめる。つまんねえ冒険なら俺は死ねえ。 C'est un prétexte. One Piece, c'est un prétexte pour partir à l'aventure. Le One Piece, c'est un prétexte pour partir à l'aventure, pour vivre de belles choses, pour faire de belles rencontres. Et c'est beau, les combats sont épiques. Les combats sont hyper épiques. L'humour est omniprésent. Chaque épisode, tu rigoles. Tous les personnages sont attachants. Zoro, il a sa personnalité. La dynamique entre Zoro et Sanji est trop bien. Entre Usopp et Luffy, c'est trop bien. Robin qui est un peu froide, qui a souffert. Nami qui est Nami, voilà. Je veux juste de l'argent et je suis la dominatrice. Chopper qui est trop mignon. Ça marchait tellement bien que je regrette limite le One Piece, que One Piece ait passé ce cap pour le post-ellipse. Je pense, bon j'en parlerai peut-être dans une vidéo, vous me dites si ça vous intéresse, plus en profondeur, mais One Piece m'a fait passer par tellement d'émotions, le rire, bon les larmes non, parce que j'ai jamais pleuré devant, mais en vrai tu ressens de la tristesse de fou. One Piece est une des œuvres les plus complètes que j'ai vues. Voilà, épicness, tristesse, scénario, personnage, tout était trop bien dans One Piece d'avant. Alors certes, c'est particulier, et c'est surtout prédominance aventure, One Piece, mais c'est une des meilleures œuvres que j'ai vues de ma vie. J'ai frissonné, Luffy contre Lucci, j'ai frissonné, Iluluk avec Chopper, j'étais trop triste. Bref, une masterclass. Et vous avez le droit de pas aimer, si vous avez commencé, mais je vous conseille d'aller au bout. D'aller au moins, d'avancer dans l'histoire, de vraiment avancer. C'est une masterclass. Vegeta, comment quelqu'un de sensé peut-il délibérément se mettre sous le contrôle de ce sorcier? C'est de la folie! Essaie de comprendre. Je voulais redevenir comme avant, j'en ai plus qu'assez de ma vie ordinaire. Redevenir le guerrier rusé et impitoyable que j'étais dans ma jeunesse et venger l'humiliation que j'avais ressentie pendant le combat contre Cell. J'avais changé. J'avais même une famille, une femme, un fils. Parfois, je me surprenais à aimer vivre avec eux. Je crois même que j'aurais fini par apprécier la vie sur la Terre si je n'avais pas réagi à temps. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi j'ai laissé Babidi s'approprier mon cerveau? Je voulais retrouver mon identité. Et le numéro 1, bien sûr, c'est Dragon Ball Z. Vous voyez les deux figurines là que j'ai au-dessus de mon épaule, Gogeta et Majin. Les gars, malheureusement, les amis, je dis les gars, les amis, Dragon Ball Z, je sais que c'est classique, je sais peut-être que vous allez dire, oh, c'est classique, on s'attendait à Promise Neverland. Bah non, non, parce que peut-être qu'il y a des raisons au fait que One Piece soit aussi connu, peut-être qu'il y a des raisons au fait que Dragon Ball soit si connu. C'était tellement épique, c'était tellement bien, c'était tellement en avance. Encore aujourd'hui, beaucoup d'œuvres n'arrivent pas à la cheville de Dragon Ball. Et oui, je sais. Par contre, je vais pas vous faire l'acteur. Moi, je suis pas un mec manga, je suis vraiment plus animé. J'ai besoin de musique, je manque peut-être d'imagination, c'est possible. J'ai besoin des musiques et des sons pour vraiment bien m'imprégner. Après, je me suis jamais vraiment mis au manga. Peut-être que si je m'étais, ça changerait, mais j'ai besoin Je trouve que l'adaptation m'aide à ressentir des choses. Moi, en tout cas, personnellement. Surtout les musiques. Je suis très réceptif à la musique. Les musiques de Dragon Ball Z étaient incroyables. Sangoku était incroyable. Sangohan était incroyable. Trunks était incroyable. Dragon Ball Z est le plus grand, pour moi, ça ne regarde que moi, le plus grand animé de tous les temps. Quel personnage, Tout à l'heure, je vous disais que Demon Slayer, j'aimais beaucoup parce que ça me rappelait les animés d'antan. Ça me rappelle beaucoup Dragon Ball, même si le thème est différent, bien sûr. Le thème n'est pas le même, on ne parle pas de démons qu'il faut tuer. Mais justement, il y avait ce truc, tu vois, dans le sacrifice de Rengoku.
bon bah je spoil, tant pis. Dans le sacrifice de Rengoku dans Demon Slayer. Tu vois, tu ressens dans cette mise en scène la puissance que tu peux voir dans Dragon Ball, tu vois, avec le sacrifice de Goku par exemple. Bien sûr que c'est pas totalement pareil, mais t'as compris, il y a le passage de flambeau de Rengoku envers ses élèves qui est vraiment super bien fait, je trouve. Que ce soit les musiques, les poses, l'adversaire, le timing, tout était tellement parfait que sur ce point-là, ça me rappelle Dragon Ball. Sauf que Dragon Ball, c'était ça tout le temps. Tout le temps, tu vois. Dragon Ball, c'était mise en scène parfaite quasiment tout le temps. Même les films, même les OAV. Que ce soit les musiques, les mises en scène, tout était tellement bien. Je me rappelle d'une scène, mais je me rappelle de toutes les scènes en fait. Mais je me rappelle d'une scène en particulier où Sangoku, tu vois, il sort de la salle de l'esprit du temps. Et tu sais, il est avec Vegeta, il discute. Et Vegeta, il dit, ouais, toi, tu te sens capable de battre Cell? Il dit, j'en sais rien, je vais aller vérifier, tu vois. Et il se téléporte derrière Cell. Et la scène est tellement insane. Son Goku か。ああ、そうだ。どうだ、ここが9日後に世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。気に入ったか？運命を決めるにしちゃせこいリングだな。ん？ははは。Certes, l'anime avait des défauts, les doublages, bien sûr, oui, bien sûr, je sais bien, mais c'était pas loin de la perfection pour moi en termes de mise en scène. Fallait juste peut-être un peu accélérer le rythme à un certain moment. Et Sangoku arrive derrière Cell, t'as tous les nuages qui commencent à venir, t'as Sangoku qui le regarde, tu sais, en mode western, en mode ennemi un contre un, en fait, je sais pas, il y avait ce truc vraiment masculin, oui, je sais, peut-être qu'aujourd'hui ça peut paraître fou, mais il y a ce truc de vraiment un peu masculin, un peu testo, tu vois, genre, il le regarde, il le fixe, les nuages commencent à apparaître, la tension commence à monter, il lui dit, tant qu'on n'est pas prêt, tant qu'on n'est pas là pour ton tournoi, ne tue personne, et il le fixe, il le lâche pas des yeux, tu sais. Avec la musique, ce côté cowboy, ce côté western, ce côté, je saurais peut-être pas l'expliquer correctement, mais ce côté rivalité, je n'ai jamais aussi bien ressenti dans aucune autre œuvre. Alors rivalité n'est peut-être pas le mot, mais je pense que vous avez compris ce que j'essaie de dire. C'est vraiment ce côté, non, peut-être opposition, peut-être pas rivalité. Vegeta, Sangoku sont rivaux, mais Cell et Goku par exemple ne sont pas rivaux, c'est plus opposition. Tu le ressens tellement bien. Et le SSJ, les Kamehameha, les techniques, les combats, tout était parfait. Dragon Ball pour moi sera toujours le numéro 1 et je pense que rien n'arrivera jamais à l'égaler dans mon cœur. Voilà, peut-être que j'étais un peu plus brouillon sur la fin, c'est possible, même si voilà, après le but n'était pas non plus de parler pendant 20 minutes pour chaque œuvre, mais je voulais juste un minimum expliquer. Donnez-moi votre top 10 en commentaire, si vous kiffez le contenu, pensez à vous abonner, encore une fois on fera du contenu sur la pop culture, je voulais faire des reviews de The Last of Us, mais je n'aime pas la série, donc je sais pas si je continuerai, on verra si l'épisode 3 en vaut la peine. J'essaierai de faire des reviews, j'essaierai de parler un petit peu des choses d'actualité qui me plaisent, et puis on verra où la chaîne nous mènera. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.試合には必ず出てやる。だからそれまでは誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな。いい試合になりそうだな。